Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de débuter la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Chadelu lui, président de l'association Hamas. Bonsoir. Bonsoir. Alors le 8 octobre prochain se tiendra la deuxième édition du concours d'orthographe. L'événement aura lieu au plateau polyvalent de Mangajoux. Vous nous en direz davantage sur cette opération et dans quel cadre s'inscrit-elle. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Jacques Martial Henry qui est chargé de la communication entre MCG et les institutions. Bonsoir. Bonsoir Mina, c'est chargé de mission relations institutionnelles. D'accord, merci pour la précision. Alors le conflit entre la Smart et MCG continue à faire couler beaucoup d'encre. Un protocole d'accord a été signé tout à l'heure, on l'a avec nous au conseil départemental. On reviendra sur les déclarations faites à ce propos par le président Sobadine Ibrahim Ramadani. On en parle avec vous également tout à l'heure Jacques. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 3 octobre. Erika Barrett a quitté l'île au parfum après 2 jours de travail intense. La ministre a ainsi réaffirmé l'engagement de l'État dans le domaine du social ou encore dans la lutte contre l'immigration clandestine. Retour sur cette visite ministérielle en ouverture de votre journal. Citoyens, élus, syndicalistes, nombreux sont ceux qui attendaient beaucoup de la venue d'Erika Barrett. Mais les annonces et autres réponses apportées par la ministre sont loin d'avoir satisfait l'ensemble de la population. Retour sur un bilan mitigé au cours de cette édition. Taxes d'habitation et taxes foncières, les avis d'imposition vont bientôt arriver dans nos boîtes aux lettres. La direction régionale des finances publiques de Mayotte a souhaité faire un point presse ce matin afin de présenter les nouvelles manières plus modernes de payer ses impôts locaux. Et ce fut l'événement marquant de la semaine dernière, l'arrivée à Mayotte de la ministre des Outre-mer, Erika Barrett. À l'issue de sa visite de 2 jours et avant de s'envoler pour Paris, elle acceptait vendredi soir de répondre à nos questions. Tourné à l'aéroport de Mayotte, ce temps de parole exceptionnel fut l'occasion pour la ministre de revenir sur des sujets particulièrement préoccupants pour les Mahorais. Immigration, sécurité, sociale, économie. Erika Barrett a répondu sans détour et ce après sa visite marathon durant laquelle elle a pu rencontrer de nombreux acteurs du département. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est apparue sensible à la cause mahoraise. Alors même si aujourd'hui seuls les actes seront jugés, il n'empêche que les motifs d'espoir sont désormais réels. Le compte rendu dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. Ces 2 jours de visite n'auront pas été de tout repos pour la ministre des Outre-mer, Erika Barrett. Durant 48 heures, elle aura enchaîné les rencontres, visites et autres signatures. Et parmi celles qu'il convient de retenir, il y a bien sûr ce gros chèque signé en faveur de l'aide sociale à l'enfance. 42 millions d'euros plus près de 10 millions d'euros annuels pour s'occuper des enfants en errance. Une excellente nouvelle, même si c'est aussi et surtout dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine que la ministre était attendue au tournant. Alors l'immigration clandestine, d'abord, très clairement, c'est une compétence de l'État. Et nous, on la traite avec des moyens qui sont clairement, alors je l'ai dit pendant mes 2 jours, des moyens qui sont renforcés. 88 gendarmes de plus, 14 policiers de plus, un patrouilleur. On nous avait annoncé 102, Madame le ministre. Un patrouilleur oui. Qui va arriver parce qu'il faut aussi faire dans l'océan. Il faut être le plus loin possible pour que les bateaux n'arrivent pas. Donc de la fermeté sur cette question-là, l'application du droit et des moyens supplémentaires. En ce qui concerne la situation économique de l'île, la ministre a souhaité rappeler les efforts qu'il reste à fournir, notamment en termes de consommation des fonds européens, moteur potentiel de l'économie de demain. Il y a des enveloppes, Europe et État, au total près 400 millions pour un et un peu plus de 300 pour l'autre. Donc il y a de l'argent, il faut mobiliser mieux. Donc il y a plusieurs pistes. Moi je pense qu'il faut relancer le haut comité à la commande publique. Mettre un opérateur du métier pour booster la commande publique, pour l'organiser et mobiliser les fonds. Ensuite, il faut, et on a mis du personnel en plus à la préfecture, 15 maintenant, qui vont s'occuper de l'accompagnement technique dans les dossiers de l'Europe. C'est trop compliqué. Et ils sont seuls les gens. Donc on a mis du personnel pour qu'on puisse mener ces dossiers-là pour débloquer l'argent. Et puis enfin, je pense, j'ai été avec l'association des maires et les élus, il faut aider.
l'encadrement dans les collectivités locales. Avec le CNFPT et dans la loi Égalité réelle Outre-mer, nous avons mis un dispositif 400 cadres. Comme en Nouvelle-Calédonie, on les forme ailleurs, on les fait revenir et ils travaillent dans les collectivités. Zone franche, sécurité, décasage, port de Longoni. La ministre a répondu sans détour aux questions des auditeurs et téléspectateurs de Kwezi. Quant à savoir ce qu'elle ferait pour Mayotte si elle possédait une baguette magique, Erika Barretz a souhaité délivrer un message d'espoir à l'attention des Mahorais. Les gens ont besoin de dignité. La dignité, c'est de l'éducation, une bonne éducation. C'est de pouvoir travailler, de pouvoir être libre de gérer sa vie comme il l'entend, d'acheter sa maison, de pouvoir voyager, d'aimer qui on veut. Bref, d'avoir une vie épanouie, de liberté. Mais pour ça, il faut beaucoup de dignité. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a l'éducation, il y a l'aménagement du territoire, il y a construire des logements sociaux, il y a soutenir les entreprises, il y a former les jeunes. Et puis, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir la niaque, il faut se dire que c'est possible. Et moi, je crois, ça fait 30 ans que je suis militante, et je crois que c'est possible. Si ça m'est arrivé, c'est que ça peut arriver à plein d'autres personnes. Souriante et très humble, la ministre en aura charmé plus d'un sur son passage. Tous ne sont certes pas satisfaits des réponses apportées ou se plaignent de l'insuffisance des annonces faites, mais il convient de rappeler qu'Erika Barretz a dû composer avec ce que le gouvernement a bien voulu lui laisser emporter dans ses valises. Même si les semaines à venir devraient également être riches en avancées, avec une loi de finances prometteuse et une loi sur l'égalité réelle où Mayotte prend une large place. Et après cette visite ministérielle, place maintenant aux commentaires. Nombreux sociaux, en effet, à s'exprimer sur le bilan d'Erika Barretz à Mayotte. Ce matin, nous avons ainsi reçu sur notre plateau un syndicaliste et des élus issus de bords différents. Et résultat des courses, un bilan mitigé, pour ne pas dire critique. Il faut dire que les attentes sont telles que la déception semblait inévitable. Mais alors, sur quel point et pourquoi certains sont-ils toujours aussi sceptiques? Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Himnet. L'heure du bilan avait sonné ce matin lors de la matinale de Kwezi. En effet, après la visite d'Erika Barretz, élus, observateurs et autres syndicalistes ont souhaité réagir. Car même concernant le gros chèque signé en faveur de l'aide sociale à l'enfance, certains, comme l'ancien président du conseil départemental, sont loin d'être satisfaits. Ce que je reproche concrètement dans cette compensation, c'est l'analyse. Pour moi, l'analyse ne devrait pas se contenter simplement de rembourser la dépense que faisait le Conseil général dans une situation déficitaire, mais c'est plutôt d'estimer quelle devrait être la dépense réelle à effectuer par le département et lui donner les moyens de répondre à la détresse telle qu'elle existe actuellement. Je rappelle qu'en 2012, on m'avait proposé une convention. Pour les mineurs isolés. Vous savez combien? Avec 3500 mineurs isolés, on m'avait proposé 75 centimes par jour. J'avais refusé, ça m'avait valu les foudres de la préfecture, mais j'estimais qu'un mineur isolé ne valait pas 75 centimes par jour. Aujourd'hui, vous parlez de 9,6 millions d'euros, ça correspond à 6,5 euros par jour. Est-ce que ces mineurs isolés valent 6,5 euros par jour? Non, non plus. Si comme Daniel Zaïdani, les sceptiques sont nombreux, d'autres comme le sénateur Thani Mohamed Soali préfèrent retenir cette avancée considérable. En effet, après des années d'abandon, l'État reconnaît enfin sa mission de protection des enfants abandonnés. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur le territoire. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas un verre à moitié plein, c'est un verre qui commence à être rempli alors qu'il était vide jusqu'à présent. Entre zéro et ce qu'on nous propose, voilà, je ne veux pas être angélique, mais il faut savoir d'où on vient. Un avis que ne partagent pas les syndicats. En effet, pour eux, les réponses apportées sont clairement insuffisantes et en décalage avec des demandes qui ne datent pas d'hier. Il y a une déception. C'est une déception et une colère à la fois parce qu'il y avait eu les négociations du 3 juin qui avaient laissé entendre que le ministère de l'Outre-mer, à l'époque, allait faire des choses et allait obtenir des choses des autres ministères. Pour le bâtonnier du barreau de Mamoudzou et élu municipal du chef-lieu Nadjim Hamada, le compte est également loin d'y être. En effet, sur les thèmes de la sécurité, la circulation, l'économie ou encore l'immigration, les réponses apportées sont loin de coller aux réalités du territoire. Quand on n'y fait pas visiter les bidonvilles où naissent cette délinquance, quand on nettoie la ville de Mamoudzou
au passage de la ministre, ça aussi c'est pas une bonne chose. Quand on bloque toute la circulation pour que son cortège passe, on se rend pas compte non plus que l'économie est asphyxiée par cette circulation dense et ces bouchons, même le samedi, maintenant le week-end. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas voulu montrer à la ministre et ça c'est décevant. Donc sur le plan de l'immigration, on attendait des mesures encore plus fortes que celle-ci. On nous annonce des radars, c'est très bien, mais on sait très bien, monsieur Bocher, ça se voit en Europe, on peut avoir tous les radars qu'on veut, tous les rafales qu'on veut, tous les avions qu'on veut, tous les barrages qu'on veut, ça ne sert à rien. Les gens passeront quand même. Ils tenteront au péril de leur vie de passer ces frontières. Donc l'idée qui a été énoncée, et beaucoup de gens se moquent parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, qu'il faut quand même aider l'autre côté pour qu'ici on puisse vivre mieux, cette idée-là n'est pas encore portée par le gouvernement. Développer les Comores tout en luttant contre l'immigration sur place. Pour cela, le sénateur Tani souhaite légiférer pour modifier la nouvelle loi sur l'immigration qui, dès novembre 2016, risque de compliquer les reconduites à la frontière. Jusque-là, c'était au bout du 5e jour que la personne reconduite pouvait saisir le juge de la liberté de la détention. Ce délai est ramené à 48 heures. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que plus tôt, plus rapidement la situation de l'intéressé est traitée et mieux c'est pour tout le monde, à la fois pour l'État mais aussi pour l'intéressé qui sait à quoi s'en tenir. Le souci c'est que compte tenu du flux d'immigration, si tous les intéressés se mettent à saisir le juge et qu'il faille 48 heures pour trancher. Si le juge ne se prononce pas dans les 48 heures, ça veut dire que ces personnes doivent être remises en liberté. Et c'est là le danger. Cette disposition est passée après une lecture au Sénat à l'Assemblée nationale et moi je n'ai pas pu réagir. Et il faut trouver le véhicule législatif pour corriger cette situation. Sur ce sujet, le sénateur a alerté le Premier ministre Manuel Valls et attend désormais un retour. Pour le reste, la ministre des Outre-mer n'aura donc pas fait l'unanimité, mais cela semblait couru d'avance. En effet, quelques semaines après sa prise de fonction, Erika Barrett ne pouvait pas régler tous les problèmes accumulés depuis de longues années déjà. Et autre sujet marquant de l'actualité de ces dernières semaines, la situation au port de Longoni. Durant une semaine, les salariés de la Smart ont siégé au conseil départemental pour réclamer l'intervention du président. Ces derniers craignent en effet de perdre leur emploi, surtout après l'ultimatum lancé par la co-gérante Arlette Henry. Arlette Henry qui a affirmé que la société risque de déposer le bilan au 31 décembre 2016. Depuis de longs mois, le conflit ne fait donc que perdurer. Une énième rencontre s'est par ailleurs tenue cet après-midi entre la délégation de la Smart et le département. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. L'heure de la rencontre avait sonné cet après-midi au conseil départemental. En effet, depuis plus d'une semaine, les agents de la Smart soutenus par les femmes leaders attendaient de pouvoir rencontrer le président Swabadine Ibrahim Ramadani. Ce dernier de retour à Mayotte jeudi les a accueillis vers 14h et le moins que l'on puisse dire, c'est que les attentes étaient très claires. J'attends que la Smart reste définitive dans le port de Longoni. J'attends qu'on supprime la DSP. J'attends que tout ce que Sabah nous avait promis il y a 3-4 mois soit respecté aujourd'hui. Après plusieurs heures de discussion, un protocole d'accord a pu partir en rédaction. Problème, ce dernier a dû être corrigé à plusieurs reprises et vers 18h30, les différents protagonistes étaient encore et toujours au travail, même si certaines revendications semblaient avoir fait l'unanimité. Dans cet accord, on veut que le Conseil général se positionne par rapport justement au refus de Mme Nel de mettre à disposition les grilles qui sont au port pour continuer leur formation. Deuxièmement, voir s'il y a possibilité, selon ce qui a été acté par l'accord de compte, s'il y a moyen de revenir sur ce DSP, chose qu'on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Pour la DSP, cela semble très compliqué, même si certains imaginent cette solution extrême comme la seule porte de sortie. Quoi qu'il en soit, la Smart a semble-t-il obtenu de rester seul manutentionnaire du port dans les prochains mois. Il nous a confirmé que pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a que la Smart et il n'y a que la Smart qui pourra faire de la manutention au port de Longoni. Chacun attend maintenant de connaître la teneur exacte de l'accord, qui risque une nouvelle fois de faire grand bruit.
Alors un protocole d'accord a finalement été signé, un protocole d'accord signé entre 5 parties, on va dire, donc les salariés de la SMART, syndicat UDFO, CGTMA, UICDFT, les femmes leaders, la direction de la SMART et le conseil départemental, sauf qu'on ne voit pas apparaître le nom de MCG. Donc Jacques Martial Henry, vous qui êtes chargé de mission relations institutionnelles à MCG, qu'en est-il? Pourquoi MCG ne figure pas sur ce document? Ça, je ne sais pas comment vous formulez vos questions, mais vous savez très bien que c'est un mouvement des agents de la SMART qui a été épaulé par des représentants de syndicats et par les femmes leaders. Donc nous, on n'était pas concernés dans cette affaire. Donc il est très clair que la signature de MCG ne va pas figurer sur ce protocole d'accord. Voilà, ça c'est le contexte, sauf que vous avez les déclarations qui ont été faites, vous avez réagi sur ces déclarations au niveau de MCG. Non, là, vous m'avez invité pour réagir sur cette déclaration. On n'a pas encore réagi. Oui. Donc, nous avons eu ça ce soir. Comme vous le savez, il y a une convention qui a été signée entre MCG et la SMART sous l'égide du conseil départemental et de la préfecture. Et dans cette convention, c'est pourquoi moi je ne crois pas du tout à ces genres de signatures-là, parce que les accords et les signatures avec le conseil départemental, chez l'un comme chez l'autre, il y en a eu plein. Et tous les jours, on refait encore d'autres protocoles ou d'autres accords. Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays où la garantie des droits est assurée, dans un pays où il ne peut pas y avoir de rupture de l'égalité, dans un pays où, quelle que soit la fonction que la population vous donne ou que l'État vous attribue, ne vous permet pas de marcher sur le droit. Sauf que le conseil départemental est délégant ici. Oui. Lorsque vous déléguez, il y a une convention qui lie le conseil départemental et le délégataire. Donc, cette convention oblige les deux parties à faire et à ne pas faire. En ce qui concerne ce protocole d'accord, à aucun moment, il est question de la délégation des services publics. Sauf que le premier point de ce protocole, le CD s'engage dès qu'il aura le rapport de la Cour générale des comptes à examiner la possibilité de lancer une procédure de décision de la DSP. Ça c'est très équivoque. Non, c'est pas clair, c'est très équivoque. Quand on dit dès que j'aurai le rapport de la Chambre régionale de comptes, je vais examiner la possibilité de lancer une procédure de déchéance de la DSP. Ça c'est très équivoque. À mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la position de MCG, ce que le président a dit, pour vous n'a pas d'importance. Non, ce soir. Les relations entre MCG et le conseil départemental reposent sur des bases légales, reposent sur la convention de la DSP qui lie le conseil départemental et MCG. Et que cette convention oblige les deux parties à respecter son contenu. Deuxièmement, la DSP, une délégation des services publics, est régie par des textes réglementaires et législatifs. L'activité portuaire est régie par un code. Donc tous ces éléments ne permettent pas à l'un ou à l'autre, quelle que soit la fonction, que ce soit une fonction politique ou administrative, à marcher dans cette sur les textes de loi ou le règlement de ces pays. Alors une question, Jacques Martial Henry, clairement, est-ce que MCG continuera à faire la manutention au détriment de la société? En tout cas, la délégation des services publics qui lie le conseil départemental et MCG est en cours, n'a jamais fait l'objet. Il y a eu une contestation auprès du tribunal administratif sur cette DSP et le tribunal administratif a validé la DSP. Je lis l'article 4 que la SMART a signé. Il y a la signature de Arlette Henry et de Gilles Langoula. L'article 4 dit clairement que pendant toute la durée du contrat, afin de respecter le principe de libre concurrence préconisé par la communauté européenne et de favoriser le développement du port, il est expressément convenu qu'aucun droit exclusif ne sera accordé par le délégataire au manutentionnaire pour l'exercice de ses activités. Donc, il est très clair que la SMART, qui a accepté de signer cette convention, a accepté qu'il n'a pas
un droit exclusif sur l'activité de manutention au port. Deuxièmement, je refuse qu'on associe le nom de Marcel Henry dans cette affaire. Marcel Henry qui a 9 enfants, il n'y a que 2 qui sont actionnaires dans cette société et qui sont minoritaires. Marcel Henry n'est plus dans cette société depuis 2006. Donc, qu'on se serve de nom de Marcel Henry pour des intérêts personnels, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Et que moi qui fais partie de la famille Henry, je ne me sens pas concerné par les activités des dirigeants de la SMART. Des uns et des autres. Deuxièmement, nous constatons que les dirigeants de la SMART sont qui incitent à ce débordement. Il est très clair que la société elle-même est impliquée dans ce débordement et que c'est la société et ses dirigeants qui engagent sa responsabilité sur tout ce qui va se passer au port, sur ce blocage et les menaces que le personnel du MCG et les dirigeants du MCG, mais aussi les outils qui sont installés par MCG au port, on attend souvent qu'il y a des menaces de boycott et que cette société engagera pénalement et civilement sa responsabilité sur tous les événements qui vont se produire au port. Merci beaucoup Jacques Martial-Henry. On suivra notamment ce qui se passera justement au port de Longoni après ce protocole de sortie de conflit. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 3 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La violence et la délinquance continuent de frapper aux 4 coins de l'île. Nouvelle preuve, terrible s'il en est. Vendredi soir, alors que la ministre s'apprêtait à quitter le territoire, l'horreur absolue s'est encore produite dans le quartier des Hauts-Vallons. Entre 19h et 20h, un couple d'adolescents âgés de 17 ans a été arrêté par un groupe de 5 à 6 individus alors qu'ils circulaient en scooter. Le garçon agressé parviendra à prendre la fuite, se réfugiant derrière un buisson pendant que les malfrats, non contents d'avoir dépouillé leur victime, ont violé tour à tour la jeune fille avec une sauvagerie hors du commun. La victime a dû être évacuée vers les urgences du centre hospitalier. Ce type de drame se répète dans ce secteur, puisque 5 ou 6 viols ont été commis en quelques mois, tandis que la plupart des agresseurs courent toujours. Chacun est donc en droit de se demander combien y en faudra-t-il encore avant que les autorités ne réagissent. L'intercommunalité du Sud s'enfonce décidément dans l'absurde et la cacophonie judiciaire. En juillet dernier, chacun pensait pourtant les choses réglées, puisqu'après de multiples décisions de justice, Ismaël Abderrahmane Saeva avait été élu président suite à une nouvelle élection. Mais très rapidement, Rifkati Omar Foundi, la présidente destituée, a saisi le tribunal administratif pour contester l'élection et en demander son annulation. Et vendredi, le tribunal l'a conforté dans sa démarche pour une raison très simple. Le Conseil d'État n'ayant toujours pas tranché sur le cas de l'élection de Rifkati Omar Foundi, elle ne peut être destituée et reprend donc son mandat jusqu'à nouvel ordre. Pour faire simple, dans cet interminable et si triste feuilleton, Ismaël Abderrahmane Saeva n'est plus président de l'Interco du Sud, le temps que la haute cour se soit prononcée. Ce dernier a donc interjeté appel aujourd'hui, et l'affaire semble encore bien loin d'être terminée. Il arrive, le nouvel amphidrome commandé par le service des transports maritimes est en route pour Mayotte. Depuis hier, Polé vogue vers sa nouvelle terre d'accueil et est attendu ce jeudi 6 octobre dans le lagon mahorais. Il va ainsi venir grossir la flotte du STM, même si ce renfort ne devrait pas révolutionner le trafic. En effet, si sa capacité d'accueil piéton est impressionnante avec 590 passagers transportables, seuls 33 véhicules pourront prendre place sur le navire. C'est certes 6 de plus que sur l'amphidrome Georges Naouda, mais cela ne devrait pas permettre de résoudre complètement le manque de place auquel doit faire face le service aux heures de pointe. Une bonne nouvelle néanmoins, dont il convient de se réjouir. Comme chaque année, à la même époque, les avis d'imposition sont sur le point d'envahir nos boîtes aux lettres. Taxes foncières et taxes d'habitation vont en effet en faire frémir plus d'un. Pour ce qui est des échéances de règlement, elles varient selon les communes, avant mi-octobre pour certaines ou encore mi-novembre et même mi-décembre pour d'autres. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, la direction régionale des finances publiques de Mayotte a souhaité faire un point presse ce matin. Elle est notamment revenue sur les possibilités nouvelles et plus modernes de payer ses impôts locaux. Davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent.
Le paiement des impôts locaux se fait traditionnellement par espèces ou carte bancaire au service des impôts des particuliers. Cette méthode est dorénavant la moins recommandée par la direction régionale des finances publiques. À l'aide d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette, le service propose dorénavant aux personnes disposant d'une carte bancaire de payer sur le site internet impôts.gouv.fr. Dès lors que l'on a un compte bancaire, on peut très facilement payer ses impôts de chez soi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça fait quand même gagner du temps et ça se fait quand même de manière beaucoup plus simple que par exemple de faire un chèque, de retirer de l'argent liquide pour venir payer son impôt. Du temps de gagner, mais aussi un moyen de réduire les impressionnantes files d'attente du service des impôts des particuliers. En métropole, 44% des personnes imposables ont d'ores et déjà adopté ce moyen de paiement, alors qu'à Mayotte, ce taux est de 14%. Les 76% restants utilisent quant à eux les prélèvements mensuels, les titres interbancaires de paiement, les paiements en espèces ou encore en chèque. Arnold Mur nous éclaire sur le nombre d'avis d'imposition émis l'année dernière et sur les recettes qu'ils ont engendré. En matière de taxes d'habitation, nous disposons de 15 400 environ avis de taxes d'habitation qui ont été adressés donc aux foyers connus mahorais, qui représentent donc à peu près pour une somme de 13,2 millions d'euros en recouvrement. Hein. En matière de taxes foncières, là c'est 7 500 avis d'imposition qui ont été envoyés et nous avons 8,3 millions d'euros à recouvrer. Pour le nouveau directeur régional des finances publiques, faciliter l'accueil des usagers est une des priorités du service. Mais ce n'est pas la seule, comme nous l'explique Jean-Marc Leleu. Mes autres priorités concernent tout ce qui concerne la fiabilisation des fichiers, la mise à jour des valeurs locatives cadastrales, des impôts locaux, des redevables des impôts. C'est tout un travail continu qui mérite un effort permanent, mais pour lequel les services de l'État progressent et vont encore progresser année après année. Là, on est dans les premières années de la mise en place de la fiscalité directe locale à Mayotte, et c'est vrai qu'il y a un effort à soutenir sur cet aspect de mise à jour des valeurs locatives et des propriétés à Mayotte. Un travail gargantuesque de mise à jour des bases locatives mené avec les mairies. En effet, comme souligné dans le rapport de la Cour des comptes en janvier dernier, l'assiette fiscale étant mal répartie à Mayotte, 10% des contribuables payeraient pour tous les autres, dans un département où 84% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pour terminer, je me tourne vers notre deuxième invité, Chadouli Manlui, président de l'association Amaz. On avait parlé tout à l'heure de ce deuxième concours d'orthographe, deuxième édition cette année. Alors qu'en est-il de l'événement? Comment se prépare-t-il puisqu'il aura lieu le 8 octobre prochain? Alors, pour le moment, tout va bien. Tout se passe bien. Les collèges ont déjà fait la sélection des 15 candidats par collège. Il y en a 3. Tsingoni, Chikoni et Sada. Tout est bouclé. Là, on attend juste le jour J. On se rappelle de cette première édition qui avait été un véritable succès. Et cette année, qu'attendez-vous des participants? Qu'attendez-vous de ceux qui vont être là pour jouer le jeu de ce concours d'orthographe? Alors, qui se donnent à fond, qui font le nécessaire pour que ça soit un vif succès comme l'année dernière. Ça s'est bien passé. Donc, j'attends juste que les candidats se donnent à fond. C'est Alors, tout ce que je veux. Ça participe à un projet global, notamment la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Oui, parce que comme tout le monde le sait, à Mayotte, il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés de s'exprimer en français, notamment le langage texto. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un concours d'orthographe afin que les élèves à Mayotte soient motivés par la langue française. Et comme aussi à Amaz, on a beaucoup de fonctions. Il y a l'éducation, donc on s'est dit dans le cadre de l'éducation, pourquoi ne pas lutter contre ça. Alors vos partenaires sur cette opération? Alors en première partie, je vais dire les collèges qui nous ont accueillis à bras ouverts. Il y a Matisse qui va transporter les candidats. Il y a Kwesi
Il y a aussi la mairie de Sada qui nous a bien aidés, qui nous a fourni tout le matériel nécessaire qu'on avait besoin, qu'on a besoin, je veux dire. Il y a aussi la maison des livres qui nous a fourni des livres et plein de spots. Il y a Coca-Cola, Maïko, qui nous a bien gentiment fourni l'eau et des boissons. Alors cette année, 3 collèges, est-ce que vous comptez étendre encore plus ce concours à l'échelle de l'île, du département? Alors, on va voir cette année si ça se passe très bien comme nous le voulons, comme nous le souhaitons. On envisage d'élargir encore plus parce que l'année dernière, on avait pris que le collège de Sada pour voir si ça va fonctionner. On a vu que ça a marché. Donc on s'est dit pourquoi ne pas élargir. Alors on a juste rajouté 2 collèges en plus, mais peut-être l'année prochaine, Mayotte ou pourquoi pas. Merci beaucoup Chadouli Manlui. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Amaz. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Ce soir, ne ratez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. Et demain, vous serez en compagnie d'Isabelle Fargier que vous retrouvez tout au long de la semaine. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente suite de programme à vous sur KTV.